Bonjour à tous, donc je suis Vincent Martin, Technical Sales chez Pascal, et je vais vous présenter l'intérêt pour faire de la finance avec le quantum computing, avec la technologie de Pascal, les atomes neutres. Donc ma présentation va suivre ce chemin. Tout d'abord, je vais vous expliquer très sommairement ce qu'est le quantum computing et les acteurs principaux du domaine. Ensuite, je vais me pencher un peu plus en détail sur la technologie de Pascal qui consiste à contrôler des atomes neutres. Ensuite, je détaillerai 2-3 use cases dans la finance. Et enfin, je me pencherai sur un cas d'exemple détaillé qu'on a réalisé avec le CACIB et Pascal avant de répondre à vos questions si vous en avez. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'informatique quantique? Donc, pour répondre à cette question, il faut déjà répondre à la question qu'est-ce qu'un ordinateur? Un ordinateur, c'est une machine qui va traiter et stocker de l'information. Avec un ordinateur quantique, classique, l'unité d'information élémentaire, c'est le bit, donc un signal physique qui peut prendre la valeur 0 ou 1. Avec un ordinateur quantique, on va utiliser les principes de la mécanique quantique pour changer de paradigme. Et l'unité élémentaire d'information, ça ne va plus être un bit, mais un qubit pour quantum bit. Et ce quantum bit va pouvoir prendre une valeur qui va être une superposition des deux états 0 et 1. Avec un ordinateur classique, un bit est réalisé physiquement très simplement avec, en général, une grandeur électrique. Donc que ce soit tension, charge, intensité. Et c'est quelque chose de très standardisé. Par contre, avec un ordinateur quantique, on n'est pas encore du tout sûr de la meilleure manière de réaliser physiquement l'unité élémentaire d'information, un qubit. Et c'est pour ça que vous voyez à l'écran qu'il y a tout un tas d'acteurs du domaine du quantum computing qui ont choisi différentes stratégies pour implémenter des qubits. Donc par exemple, nous, Pascal, on est dans la deuxième colonne. On a choisi la technologie des atomes neutres. À gauche, il y a la technologie des ions piégés, où par exemple, il y a Quantinuum et IonQ. Il y a les superconducting qubits, avec le leader du domaine IBM. Et comme vous pouvez le voir, il y a tout un tas de différentes technologies avec leurs acteurs principaux. Un point important à noter, c'est qu'il n'y a aucune technologie qui va être parfaite. Chaque technologie va avoir ses avantages et ses inconvénients dans la course à la suprématie quantique. Donc, le quantum computing, c'est une technologie qui promet une puissance de calcul phénoménale en utilisant les principes de superposition et d'intrication quantique. Pour faire très simple, en gros, la puissance de calcul va venir du fait que les ordinateurs quantiques sont capables de faire un grand nombre de calculs en parallèle. Il y a deux approches possibles pour faire du quantum computing. La première, l'approche digitale que vous voyez sur la gauche, elle est assez intuitive parce qu'elle va être très similaire à la manière dont on fait du calcul avec des ordinateurs classiques. Ça va être un ensemble de portes logiques qu'on va mettre les unes après les autres pour réaliser un algorithme. Donc c'est une séquence une suite, en français, de différentes opérations discrètes. La seule différence avec l'ordinateur classique, c'est que ces portes logiques vont être des portes quantiques au lieu de portes classiques. Donc, par exemple, on va avoir des portes Hadamard et des portes CNOT au lieu de portes E, de portes OU, etc. L'autre approche pour faire du quantum computing, ça va être l'approche analogue. Donc là, au lieu d'appliquer des petites portes de manière discrète à tout un tas de qubits, à la place, on va plutôt avoir assez peu de manières d'agir sur nos qubits de manière individuelle, et on va préférer, nous, dans la technologie de Pascal, soumettre l'ensemble des qubits à des ondes électromagnétiques, nous en l'occurrence des lasers, pour faire évoluer l'ensemble des qubits de manière continue. Et l'état final de notre ensemble de qubits va encoder la solution au problème qu'on essaie de résoudre. Donc l'intérêt de l'approche digitale, c'est que c'est universel. On peut encoder n'importe quel algorithme quantique grâce à cette approche. L'inconvénient, c'est que comme pour l'instant, on a des qubits pas encore très efficaces, on ne peut pas faire un grand nombre d'opérations à la suite. On ne va pas pouvoir accumuler les portes pour faire des algorithmes compliqués.
Et du coup, ça va fortement limiter la potentialité d'avoir un avantage quantique à court terme en utilisant l'approche digitale. A l'inverse, l'approche analogue n'est pas universelle, donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire tous les algorithmes quantiques qu'on veut. Par contre, avec ces algorithmes, on a besoin d'assez peu d'opérations pour faire évoluer notre système. Et du coup, c'est l'approche qui va être la plus favorable à avoir un avantage quantique à court et à moyen terme. Et le truc important à réaliser, c'est que la technologie de Pascal, les atomes neutres, est extrêmement efficace à implémenter l'approche analogue. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail de Pascal. Excusez-moi. Donc tout d'abord, une petite timeline. Pascal a été fondé en 2019 en France. En 2021, on a fait notre première levée de fonds à 25 millions dans notre série A. En 2022, un de nos cofondateurs, Alain Aspect, a reçu le prix Nobel de physique, donc on en est extrêmement fiers. En 2023, on a fait une deuxième levée de fonds où on a cette fois levé 100 millions. Détail important, tous les acteurs de la série A sont revenus lors de la série B, donc ça montre bien qu'ils nous font vraiment confiance pour la suite des opérations. Et en 2024, on a eu un certain nombre de succès à notre actif. Entre autres, on a réussi à avoir plus de 1000 atomes piégés dans notre processeur quantique. On a fait une collaboration avec IBM et on a également fait une collaboration avec le groupe CMA-CGM de M. Saadé. Donc, petite description de à quoi ressemble en fait notre technologie, très simple. Là où vont se passer les calculs, ça va être dans la partie que vous voyez au centre, la chambre à vide, où on a les atomes neutres qui vont être piégés par des pinces optiques, donc des lasers, que vous voyez qui passent dans le Spatial Light Modulator. Je ne vais pas vous faire le détail, mais en gros, ces atomes sont piégés de manière à ne pas bouger. Et on va ensuite utiliser un autre laser, qui n'est pas montré ici, pour faire évoluer notre système de manière continue et amener l'ensemble de nos qubits vers un état final qui va encoder la solution au problème que l'on essaie de résoudre. Pour extraire l'information finale de notre système, on utilise une caméra qui va nous permettre de prendre une photo, entre guillemets, de l'état de nos qubits. Et donc, c'est ça qui va nous permettre d'extraire de l'information. Une chose importante à comprendre sur Pascal, c'est que même si on est une entreprise qui est focalisée sur la construction de hardware, on est une entreprise full stack. Donc évidemment, notre but principal, c'est de créer et de commercialiser des QPU, des Quantum Processing Units, des unités de calcul quantique. Mais on va accompagner nos clients dans toute la chaîne d'ajout de valeur du calcul quantique. On va jusqu'à leur offrir nos services pour réaliser des algorithmes personnalisés qui vont être particulièrement efficaces sur nos machines pour être capables de résoudre les problèmes concrets auxquels ils font face. Notre roadmap pour le hardware, pour l'instant, on est en mesure de commercialiser et de vendre des ordinateurs quantiques qui ont 100 qubits. L'année prochaine, en 2025, ce sera 200 qubits. En 2026, 400 et en 2027, 2000. Et à partir de 2028 et plus, on va être capable de commencer à avoir les premiers processeurs avec des qubits logiques et qui nous permettront normalement de faire des calculs beaucoup plus poussés en termes d'algorithmie. Excusez-moi. Donc maintenant, une petite vidéo de à quoi ressemble en fait du calcul dans notre processeur quantique. Donc chacun des points que vous voyez, en fait, c'est un des atomes neutres dont je vous parlais. Donc on a un degré de contrôle et de précision de nos atomes au point qu'on dispose chacun des atomes individuellement et on les manipule chacun individuellement. Les petites arêtes que vous voyez, c'est simplement s'il y a des relations entre nos différents atomes. Si on peut lancer la vidéo... Non, ça ne marche pas. Donc en gros, si on pouvait lancer la vidéo, on verrait que la courbe violette, en fait, c'est un pulse électromagnétique qu'on va faire subir à nos qubits et qui va faire évoluer l'état de notre système. Et une fois qu'on a fini de mettre en œuvre ce pulse électromagnétique, notre système va avoir un état qui encode la solution d'un problème particulier qu'on a réussi à définir entre la position de nos atomes et
le pulse qu'on a choisi, auquel on a exposé nos qubits. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne peux plus avancer. Hop là, merci. Maintenant, je vais vous parler de quelques cas d'usage dans la finance. Donc, le secteur financier a tout un ensemble de data qui peuvent en fait s'encoder sous la forme de graphes. Donc, un graphe, c'est un ensemble simplement de points reliés par des arêtes. Donc, les points peuvent représenter tout un tas de choses en finance, que ce soit des monnaies différentes, des banques, des entreprises. Les arêtes qui les relient vont pouvoir potentiellement représenter des taux d'échange, des transactions, des prêts. Et en fait, ce qui va être très intéressant, c'est que la propriété des graphes vont pouvoir représenter la formulation d'un problème qu'on essaie de résoudre. Par exemple, dans le petit dessin, là, le cycle, donc l'ensemble fermé d'arêtes violettes, roses, peut représenter un échange de devises étrangères. Et si ce cycle a un poids positif, en fait, ça représente une opportunité d'arbitrage et donc de gagner de l'argent. Donc, un premier cas d'usage dans la finance avec le quantum computing, ça va être le graph machine learning sur des réseaux financiers. Donc, on peut construire, comme je l'ai dit déjà, des graphes de transactions dans des réseaux financiers. Le problème, c'est que très rapidement, ça va devenir des très gros graphes parce que ça doit modéliser tout un tas de transactions à travers le temps. Sur ces graphes, on peut avoir différents objectifs. Ici, ce qu'on a choisi comme exemple, c'était par exemple d'identifier est-ce qu'on va avoir des transactions suspicieuses qui seraient réalisées par des nœuds ou dans des ensembles de nœuds qui représenteraient des fraudeurs. Et en fait, il se trouve que le mode analogue dont je vous ai parlé au début de calcul des machines de Pascal est particulièrement adapté à résoudre des problèmes sur des graphes. Et on peut utiliser cette capacité pour extraire de l'information grâce à des méthodes et des algorithmes spécifiques. Ici, par exemple, on pourrait utiliser un Quantum Evolution Kernel. Grossièrement, en quoi ça consiste? Ça consiste à trouver une manière d'associer à chaque graphe qui nous intéresse un vecteur qui encapsule certaines caractéristiques qui nous intéressent, et ensuite de calculer la similarité entre deux vecteurs. Et ensuite, si on a entraîné notre algorithme de machine learning, on est capable de dire ah bah ça ressemble à un réseau de fraudeurs, et il est capable de l'algorithme serait capable de calculer à quel point le graphe qui nous intéresse serait proche de caractéristiques qu'on pourrait associer à des fraudeurs. Un autre problème qu'on peut traiter avec de l'optimisation de graphes, ça va être l'optimisation de portfolio. Donc on peut modéliser un portfolio comme un graphe où chaque nœud va être une action et chaque arête entre les nœuds va représenter est-ce que les actions vont être corrélées ou anticorrélées. Et comme toute optimisation de portfolio, l'objectif, ça va être de maximiser le retour sur investissement tout en minimisant le risque total pris lors de cet arbitrage sur des actions. Et bien en fait, il se trouve que trouver la solution optimale à ce genre de problème, ça revient à un certain problème mathématique sur des graphes, donc qui s'appelle QUBO, pour Quadratic Unconstrained Binary Optimization. Et encore une fois, comme dans le slide précédent, les algorithmes de Pascal et surtout le hardware de Pascal est particulièrement efficace à traiter ce genre de problèmes sur graphes par rapport à un algorithme classique. Excusez-moi. Donc là, il y a un détail de l'algorithme d'optimisation de portfolio. Je ne vous le montre pas tant que ça pour vous l'expliquer en détail, rassurez-vous. Si ça vous intéresse, je vous renvoie au papier qui l'explique. Mais c'est plus pour vous montrer que c'est un algorithme hybride. Il y a un dialogue entre une partie classique de l'algorithme en haut et la partie quantique de l'algorithme en bas. Et l'algorithme classique va faire, la partie classique de l'algorithme va faire ce pourquoi les machines classiques sont fortes, c'est-à-dire de l'optimisation sur un petit nombre de données de manière très rapide. Et la partie quantique de l'algorithme va faire ce pourquoi le quantique est fort, c'est-à-dire proposer un grand nombre de solutions potentiellement optimales en parallèle. Donc ça, c'est pour vous montrer que les ordinateurs quantiques ne vont pas remplacer les ordinateurs classiques.
ils vont juste remplacer les ordinateurs classiques sur des tâches très spécifiques où ils vont être beaucoup plus efficaces. Et si vous voulez une espèce d'analogie, on pourrait comparer ça avec les GPU qui n'ont pas remplacé les CPU. Ils ont simplement été préférés aux CPU sur un ensemble de tâches très spécifiques où ils étaient beaucoup plus efficaces. Un dernier point avant d'aborder le cas particulier dont je vais vous parler, c'est vous dire que les ordinateurs quantiques, a priori, vont pouvoir énormément faciliter la transition écologique. Tout d'abord parce qu'ils ont une consommation d'énergie beaucoup plus modérée. Pour un de nos calculateurs quantiques, c'est environ 4 sèche-cheveux. Et en ordre de grandeur, c'est à peu près 10 000 fois moins qu'un supercalculateur classique. On va également avoir une bien meilleure performance. Pour la résolution de certains modèles, comme un Ising model, on va pouvoir aller jusqu'à 98% plus vite avec un QPU qu'avec un ordinateur classique. Et enfin, d'une manière un peu plus indirecte, l'ordinateur classique va avoir des cas d'application qui vont être directement liés à la transition énergétique. Donc par exemple, l'électrification ou la décarbonisation ou encore la création de nouveaux matériaux pour des batteries plus efficaces. Maintenant, je vais vous montrer un exemple. Excusez-moi, la zapette est un peu sensible. Je vais vous montrer un cas d'exemple qu'on a réalisé avec le Crédit Agricole CIB et Pascal. Le but étant de réussir à anticiper des niveaux de risque chez les gens à qui on prêtait de l'argent. Donc c'est un problème extrêmement important pour les banques, pour minimiser leurs risques, d'arriver à anticiper si des acteurs à qui on a prêté de l'argent vont avoir leur note de score de crédit diminuée par des agences de notation. Donc pour ça, ça s'appelle des Fallen Angels. Pour ça, le CACIB, et évidemment chaque banque va avoir sa petite solution maison. Pour le CACIB, c'est un algorithme de machine learning entraîné sur tout un tas de données. Et eux, ils ont choisi, entre autres, un Random Forest Classifier. Le problème avec ce genre d'algorithme, c'est que très rapidement, ça devient très gourmand calculatoirement. Et plus le modèle se complique, plus il devient compliqué à interpréter pour l'utilisateur aussi. Et nous, ce qu'on a proposé en partenariat avec Multiverse Computing, c'est un algorithme hybride classique quantique, donc appelé QBoost, qu'on a, et ça c'est important de le dire, on l'a vraiment implémenté sur nos QPU, donc ce n'est pas juste une simulation, on l'a vraiment mis sur nos machines quantiques, et on a fait un benchmark avec la solution du CACIB. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'on arrivait au même degré de précision, par contre, sur un temps d'entraînement qui était jusqu'à 3,5 fois plus rapide. Et ça, on l'a fait avec une unité de calcul quantique qui n'avait que 50 qubits. Donc c'est pour vous montrer que déjà, avec des moyens très limités, on arrive à faire mieux sur certaines métriques que des processeurs de calcul classiques. Et ça vous laisse augurer de ce qu'on pourra faire bientôt avec la roadmap que je vous ai montrée et le nombre de qubits qui sera bientôt à notre disposition. C'est la fin de ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit maintenant, soit à venir nous retrouver au stand de Pascal. Donc on me dit que comme on est un peu en retard, on va plutôt poser des questions au stand si vous intéresse. Mais n'hésitez pas à passer nous voir.